Bonsoir, à vous qui nous ouvrez vos portes au cœur de l'effervescence de Kinshasa, dans la résilience de Goma ou depuis la fraîcheur de Paris, de Montréal et les rues de Bruxelles. Un salut particulier à Joseph Montantou, l'un de nos auditeurs les plus assidus, qui nous suit avec une fidélité qui nous honore. Bienvenue dans cette édition spéciale d'Inside News RDC. En ce premier jour du mois de mars, l'équilibre mondial vacille. Tandis que les chancelleries occidentales s'affolent face à l'embrasement du Moyen-Orient, nos terres du Sud Kivu nous hurlent une vérité glaciale. La découverte des fosses communes à Uvira nous rappelle que la paix mondiale est un édifice de verre dont les éclats blessent prioritairement les plus vulnérables. L'information de ce soir est vitale, car elle touche à l'essence même de notre souveraineté. Comprendre les secousses de Téhéran, c'est anticiper le choc brutal sur notre économie domestique. Tandis que regarder les fosses de Kavivira, c'est mesurer le prix du sang que notre peuple continue de payer dans l'indifférence des puissants. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs de l'histoire, mais une nation qui exige de décoder les mécanismes qui l'oppressent. Ce soir, nous refusons les euphémismes. Nous allons regarder la réalité en face, sans les filtres diplomatiques habituels et sans aucune concession pour les doubles standards qui régissent ce monde. Nous levons le voile sur une actualité où le fracas des bombes en Iran ne parvient pas à couvrir le silence assourdissant entourant nos morts à l'Est. L'opération Fuval Repique vient de porter un coup dévastateur à l'architecture géopolitique mondiale, marquant ce qui semble être le crépuscule d'un droit international déjà agonisant. Les frappes américano-israéliennes ont décapité le sommet de l'État iranien en plein jour, provoquant la mort du guide suprême Ali Khamenei, figure de proue depuis 37 ans. Cette offensive chirurgicale a été rendue possible par une faille sécuritaire gigantesque au sein même de l'appareil de la République islamique. Une réunion secrète, pourtant protégée à plusieurs mètres de profondeur, a été trahie, permettant l'élimination simultanée d'Ali Shamkhani, conseiller stratégique de l'ombre, du ministre de la Défense, et de Gholam Rezayan, le chef des renseignements de la police, responsable de la répression sanglante de janvier dernier. Seul Ismaël Kahani, chef de la force Al-Quds, semble avoir échappé miraculeusement au déluge de feu pour la troisième fois. L'importance stratégique de ce conflit pour l'économie mondiale est immédiate. En réponse à cette décapitation souveraine, l'Iran a acté la fermeture du détroit d'Ormuz, verrou vital par lequel transitent 20% de la consommation mondiale de pétrole et 30% du gaz naturel. Le baril a franchi la barre des $70 et les analystes prévoient un ancrage durable au-delà de $100. Pour nous, en République démocratique du Congo, cette flambée constitue une menace directe sur le pouvoir d'achat. Notre économie, dépourvue de réserves stratégiques suffisantes par rapport à nos voisins, subit de plein fouet cette pression sur les prix à la pompe, entraînant une inflation mécanique des produits de base. Le gouvernement congolais a d'ailleurs invité ses concitoyens à s'abstenir de tout voyage dans la région du Moyen-Orient, suite à la dégradation de cette crise sécuritaire. Nous condamnons fermement ces actions américano-israéliennes qui piétinent l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Cette violation flagrante de la souveraineté d'un État s'accompagne d'un spectacle d'impuissance navrant au Conseil de sécurité. Antonio Guterres appelle à une désescalade dont personne ne veut, illustrant l'incapacité de l'ONU à freiner l'unilatéralisme de Washington. Pendant que l'ambassadeur américain qualifie l'opération d'incroyable avec une satisfaction déconcertante, le système multilatéral s'effondre. Le régime de Téhéran tente une transition via un triumvirat composé de Massoud Pezeshkian, du chef du judiciaire Mohseni Ejei et d'un juriste du Conseil des gardiens, tandis qu'Ali Larijani manœuvre dans les coulisses. Cependant, le précédent est créé. La force prime désormais sur le droit, une réalité que nous connaissons que trop bien sur notre propre sol, où l'impunité internationale trouve un écho tragique dans les fosses communes de notre Est. L'horreur
a désormais un décompte macabre dans le Sud Kivu. Après le retrait forcé des éléments de l'AFC M23 et de leurs parrains des Rwanda Defense Force le 18 janvier dernier, la terre a fini par livrer ses secrets les plus sombres. 151 corps ont été découverts dans des fosses communes à Kavimvira et Kilomoni. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, dirigé par Jean-Jacques Purussi, est formel. 121 victimes gisent à Kavimvira et 30 autres ont été retrouvées dans un enclos à Kilomoni. Ces exécutions massives constituent la preuve irréfutable des crimes de guerre commis par les supplétifs du Rwanda. Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur, a dépêché des équipes spécialisées pour sécuriser les sites. Mais le constat dépasse le cadre administratif. Il s'agit d'un massacre délibéré. Le paradoxe est insupportable. Ces crimes ont été perpétrés précisément après la signature des accords de Washington médiatisés par Donald Trump. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur Téhéran, le silence sur Uvira est une insulte à la dignité humaine. Cette asymétrie de traitement démontre que la valeur d'une vie congolaise reste dérisoire sur l'échiquier diplomatique. Le gouvernement provincial qualifie ces faits de crimes de guerre au sens de l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il pourrait également relever de crimes contre l'humanité, notamment pour meurtre et extermination au regard de l'article 7 du même statut. Les autorités provinciales exigent l'ouverture immédiate d'enquêtes internationales indépendantes et l'application intégrale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous exigeons une enquête internationale indépendante. La responsabilité pénale des membres de l'AFC et de la RDF doit être engagée devant les juridictions mondiales. Le sang de nos frères d'Uvira ne sera pas dilué dans l'oubli. Face à cette barbarie, notre diaspora refuse de se taire et porte désormais le combat sur le terrain de la légalité. Cela rappelle étrangement les promesses non tenues des accords du 23 mars, où la communauté internationale avait juré de protéger nos populations. L'histoire bégaye, et nous sommes les seuls à en payer le prix fort. À Bruxelles, la Ligue des patriotes de la diaspora a sonné le rassemblement général. Cette conférence historique a réuni des délégués venus d'Allemagne, du Canada, d'Angleterre, de France, du Luxembourg et de Belgique, trouvant que la diaspora n'est pas une simple somme d'exilés, mais une extension vivante de la nation et une force de pression juridique redoutable. Sous l'impulsion de Sarah Mwepo et de Jonathan Toto, la stratégie a changé de paradigme. Il ne s'agit plus de protestations stériles, mais de ce que Sarah Mwepo appelle une violence intellectuelle et juridique. L'objectif est clair: traquer les réseaux de financement qui relient Kigali, Goma et Bruxelles pour asphyxier logistiquement l'agression. La mobilisation est totale. Aline, représentante de l'Allemagne, Jessie Mola pour l'Angleterre et les délégués du Canada ont signé une charte d'action commune. Ils dénoncent singulièrement l'existence de 33 ONG créées de toutes pièces et instrumentalisées par Kigali sous la direction de figures comme Victor et Palmer Kabea Joel pour manipuler l'opinion internationale et légitimer l'agression. Cette diaspora debout refuse que le sol européen ou canadien serve de base arrière au recrutement de terroristes ou au blanchiment des minerais de sang. La Ligue prévoit la mise en place d'une cellule juridique au sein de la diaspora afin d'identifier et de documenter les appels à la violence, les financements suspects et les incitations tribales. Ce second front de la guerre est essentiel. En portant plainte contre les discours de haine et en exposant les complicités passives des États hôtes, ces patriotes défendent l'intégrité du territoire depuis l'étranger. Cependant, ce combat pour l'image du pays mené avec tant de ferveur à Bruxelles se heurte frontalement aux dérives internes. Si nos compatriotes de l'étranger se battent pour notre honneur, certains services à l'intérieur de nos frontières continuent de ternir cruellement cet effort national par des pratiques indignes d'un État moderne. L'image de marque de notre pays subit une blessure profonde, là où elle devrait être la plus soignée.
à nos frontières. Le témoignage de l'ambassadeur du Japon, Hidetoshi Ogawa, concernant l'aéroport de la Luano à Lubumbashi, agit comme une gifle pour notre diplomatie. Le diplomate a exposé avec une précision chirurgicale un système de prédation institutionnalisé. D'un côté, un terminal VIP à $100 où la sérénité s'achète. De l'autre, le terminal ordinaire où le passager est transformé en proie. On y crée artificiellement de la foule et de la lenteur administrative pour mieux chuchoter des demandes de pots de vin sous prétexte d'accélérer les procédures. Le scandale de la date d'expiration de la carte jaune de vaccination est l'illustration parfaite de cette extorsion organisée. Alors que ce document est valable indéfiniment à l'échelle mondiale, des agents en uniforme continuent d'utiliser ce mensonge pour soutirer de l'argent aux voyageurs. L'ambassadeur estime que la situation à Lubumbashi est particulièrement mauvaise comparée à d'autres aéroports du pays, y compris celui de Kinshasa. Il s'interroge sur les raisons de cette multiplication des contrôles et espère que les autorités compétentes reverront le déploiement du personnel et rationaliseront les procédures. Ces agents de la DGA et des autres services au sol ne font pas seulement preuve de médiocrité. Ils sabotent activement l'attractivité économique de la nation. Ils découragent les investisseurs que le chef de l'État s'efforce d'attirer. Une réforme impérieuse s'impose pour que nos aéroports cessent d'être des théâtres de l'extorsion et redeviennent des lieux de dignité. Nos infrastructures ne peuvent plus servir de refuge à une corruption qui, en fin de compte, appauvrit l'ensemble de la collectivité. Cette version officielle de l'hospitalité congolaise vacille face aux témoignages que nous avons reçus. Au-delà des crises sécuritaires, la gestion quotidienne du pays révèle des défaillances structurelles. À Kinshasa, l'insalubrité ponctionne désormais 25 millions de dollars par mois au trésor public. Ce chiffre vertigineux nous oblige à une réflexion. S'agit-il d'une solution pérenne ou d'un simple slogan pour masquer l'absence d'une industrie de transformation des déchets? Si 50 000 emplois directs sont promis, l'efficacité réelle du ramassage reste à démontrer. Parallèlement, l'absurdité atteint des sommets au Port-au-Bœuf, où 8 bateaux de pêche flambant neufs restent bloqués à quai faute d'une chaîne de froid et d'espaces d'accostage adaptés. Pendant que ces navires s'oxydent, nos marchés demeurent dépendants des importations massives de poissons surgelés, illustrant une panne sèche dans la mise en œuvre de notre autonomie alimentaire. Le secteur de la santé exige également une vigilance accrue. Le Mpox connaît une hausse brutale, singulièrement dans la zone de Likasi, où les cas suspects ont bondi en une semaine. Un accord-cadre vient d'être signé avec les États-Unis pour renforcer notre surveillance épidémiologique. Cependant, nous devons nous interroger. Cette assistance américaine est-elle un véritable transfert de compétences ou nous condamne-t-elle à rester éternellement dépendants de béquilles extérieures? Face à ces défis, le chef de l'État a instruit la Première ministre d'établir un inventaire exhaustif des instructions présidentielles. C'est un test de redevabilité nécessaire pour mesurer si la volonté politique se traduit enfin par des changements perceptibles pour la population. Sur le plan institutionnel, le président Félix Tshisekedi a présidé la prestation de serment de 3 nouveaux membres de la Cour des comptes lors d'une cérémonie officielle au Palais de la Nation. Guy Chipata Mulumba devient le nouveau procureur général près la Cour des comptes, accompagné de 2 magistrats, Rigo Takamba et Richard Bongonza. Cette cérémonie souligne l'importance accordée par l'exécutif à la rigueur et à la transparence dans la gestion des finances publiques. Reste à voir si ces nouvelles nominations se traduiront par des actes concrets dans la lutte contre la corruption qui gangrène nos institutions. Le projet de création de l'Institut monétaire africain, examiné à la présidence, marque une étape audacieuse vers notre indépendance financière. L'enjeu est de taille, se libérer de l'héritage colonial des monnaies imposées pour tendre vers l'afro, une monnaie unique continentale. Cette souveraineté monétaire est le socle indispensable à toute émergence économique réelle, permettant à la nation
de ne plus subir les fluctuations dictées par les places financières étrangères. Le Nigeria a déjà obtenu un siège permanent au conseil d'administration, prouvant que le mouvement vers la dédollarisation et la fin du FCFA est en marche. C'est une démarche de rupture qui exige une harmonisation rigoureuse pour que nos richesses servent de garantie à notre propre monnaie. Pendant que nous cherchons cette autonomie, la scène internationale est marquée par le retour d'une realpolitik brutale sous l'impulsion de Donald Trump. Sa proposition de rachat amical de Cuba, sous couvert d'une doctrine Monroe revisitée, est une provocation qui doit nous alerter. Cette vision transactionnelle du monde, où les ressources priment sur le droit des peuples, redéfinit les rapports de force mondiaux. Pour nous, l'impact est clair. Nous entrons dans une ère où les partenariats stratégiques pourraient n'être que des déguisements pour des prises de contrôle économique agressives. La vigilance est donc de mise pour que nos ressources minières ne fassent pas l'objet de deals conclus au mépris de notre intégrité nationale. Dans ce contexte, le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a tenu une réunion technique avec la mission du Fonds monétaire international, conduite par Calixte Aokposi. Les discussions ont porté sur l'accord de partenariat stratégique RDC-US1 et la fiscalité pétrolière. Le dernier trimestre a généré un gain significatif en faveur de l'État sur l'ensemble de l'année 2025. L'objectif fondamental demeure de se rapprocher de prix justes et transparents, tout en réduisant de manière efficace la dépense fiscale. Le comité de pilotage conjoint, composé de 10 représentants, a tenu sa première réunion, considérée comme le lancement officiel du processus de mise en œuvre. La sécurité intérieure et la justice exigent des mesures radicales. Le commissaire divisionnaire Israël Cantou a lancé un appel solennel à la police de Kinshasa pour mettre fin à la gâchette facile et à la brutalité lors des interpellations. La protection des citoyens doit redevenir la mission première, loin de l'extorsion qui ternit l'uniforme. Dans le même temps, le cri d'alarme du RAID DHO sur la situation à la prison de Butembo est insupportable. Plus de 1300 détenus y croupissent sans médicaments ni nourriture suffisante. Depuis le 1er janvier 2025 au 25 février 2026, un seul trimestre a été honoré, alors que l'État devrait payer chaque trimestre une subvention pour la ration et les soins médicaux des détenus. Sur le plan politique, Prince Epenje de la coalition Lamuka appelle à un dialogue national inclusif. Selon lui, il est impératif d'écouter toutes les parties pour sauver le pays de l'impasse, une posture qui se heurte à la fermeté du pouvoir. Enfin, le président Félix Tshisekedi a institué un panel d'orientation stratégique pour piloter la mandature congolaise à la tête de la CIRGN. Cet outil doit permettre à la nation de peser davantage dans la résolution des conflits régionaux, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une énième structure bureaucratique sans impact réel sur le terrain. Au terme de ce tour d'horizon, 4 piliers retiennent notre attention. L'horreur des 151 corps découverts à Uvira qui réclament une justice internationale impitoyable. L'escalade guerrière en Iran qui menace directement notre pouvoir d'achat par la fermeture du détroit d'Ormuz. L'humiliation des tracasseries à l'aéroport de Lubumbashi qui sabote notre image de marque. Et enfin, l'éveil d'une diaspora prête à engager une résistance juridique contre les réseaux de déstabilisation. Ces faits dessinent les contours d'une nation en lutte permanente pour sa dignité. Chaque fosse commune, chaque acte d'extension à nos frontières est un défi lancé à notre volonté de bâtir un véritable état de droit. La pensée du jour nous vient de Patrice Lumumba, qui disait « L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera dans les capitales européennes, ni celle qu'on écrira dans les livres officiels. L'histoire que l'Afrique écrira, elle sera une histoire de gloire et de dignité. » Cette parole résonne avec une force particulière ce soir, alors que nous luttons pour que nos morts d'Uvira ne tombent pas dans l'oubli et que notre souveraineté ne soit pas bradée dans les salles de négociation. Pour approfondir ces enjeux
et comprendre les mécanismes de l'injustice mondiale, je vous recommande le visionnage de notre dossier d'analyse. Le Conseil de sécurité, la RDC face au double standard, sur notre chaîne YouTube. Ce document expose pourquoi les règles internationales semblent s'arrêter là où nos intérêts commencent, que la sagesse guide nos dirigeants et que la force accompagne vos pas. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et protège chacun de ses enfants. C'était Ilunga pour Inside News RDC. La semaine prochaine, Rosaline vous tiendra compagnie pour cette première semaine du mois de mars. Bonne continuation à tous.